à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadej Irakoze. Nous sommes vendredi 23 octobre 2020. Bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi, dont voici les titres. La minorité Tutsi au Burundi a été victime d'un génocide après l'assassinat du président Melchior Ndadaye en octobre 1993. C'est l'une des conclusions du rapport de la commission d'enquête internationale mise en place par les Nations Unies à cette époque. Pénurie de vivres dans les différentes prisons du Burundi, une situation qui s'observe depuis une semaine dans certaines prisons. Les personnels de l'Université du Burundi menacent d'entamer une grève suite à la mesure prise par le ministère des Finances qui vise à suspendre leurs allocutions et pensions de retraite. Lucie Kabela est à la cabine de son et Inès Gakiza assure la prise d'image. Tout de suite le développement de ces titres. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique. La commission d'enquête internationale mise en place par les Nations Unies en 1993-15 a conclu que des actes de génocide ont été perpétrés contre la minorité Tutsi au Burundi en octobre 1993. De plus, la Commission a recommandé qu'une compétence internationale doive s'exercer non seulement à l'égard de ces actes de 1993, mais également à l'égard de ceux perpétrés dans le passé et en particulier en 1972. Le contenu de ce rapport en rapport avec les actes de génocide avec Trésor Nyongabo. En plus de l'assassinat du président Melchior Ndadaye, la Commission, dans son rapport adressé au président du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 25 juillet 1996, a conclu également que des actes de génocide ont été perpétrés contre la minorité Tutsi en octobre 1993 et a été d'avis qu'une compétence internationale doit s'exercer non seulement à l'égard de ces actes, mais aussi à l'égard de ceux perpétrés dans le passé en général et ceux perpétrés en 1972 en particulier. La Commission avait estimé qu'il était impossible de mener une enquête internationale sur ces actes tant qu'il régnait encore à l'époque une insécurité, mais que l'enquête reste indispensable une fois l'ordre, la sécurité et l'harmonie entre les ethnies rétablies. Par ailleurs, la Commission avait plaidé pour que tout organe international chargé d'enquêter sur le génocide au Burundi devrait être doté de moyens et des pouvoirs qui lui permettraient d'inspecter tous les fichiers et dossiers, d'ordonner la divulgation de toutes pièces, d'appeler des témoins, de réprimer le faux témoignage, de garantir la sécurité des témoins et l'immunité ou des remises de peine en faveur de toute personne disposée à lui prêter sa coopération. La commission avait été mise en place en 1995 par Boutros Boutros-Ghali, alors secrétaire général des Nations Unies, conformément à la résolution 1012 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 août 1995. Elle avait entre autres mandat d'établir les faits concernant l'assassinat du président Melchior Ndadaye le 21 octobre 1993 et ce concernant les massacres et les autres actes de violence graves qui ont suivi son assassinat d'une part, mais aussi de proposer des mesures à traduire en justice les responsables de ces actes d'autre part. La commission était composée de 5 juristes, à savoir Edilbert Razafindralambo du Madagascar et président de la commission, de Abdelali El Moumni du Maroc, de Mahemet Guiné de la Turquie, de Luis Herrera Marcano du Venezuela et de Michel Maurice du Canada. Merci Trésor Nyongabo en page droit de l'homme. Le chef de colline de Mouléhé de la commune Yabitsinda en province Luyigi est pointé du doigt dans les actes de persécution des habitants de cette colline en connivence avec les groupes des Imbonerakure. Les habitants de la colline Mouléhé demandent aux institutions habilitées de punir cet administratif conformément à la loi. Rachel Kagissier. Ce samedi, aux environs de 21h, des personnes qui assistaient au match de football ont vu surgir un groupe d'Imbonerakure. Ces derniers ont vite attaqué ces spectateurs. Ces habitants témoignent. Ce samedi, au moment où ils assistaient au match de football à la télé, un groupe des Imbonerakure portant des machettes et des gourdins, à la tête duquel le chef de colline Mouléhé, Kaburo Jean Bosco, a surgi. Les téléspectateurs sont sortis de la salle en courant. À ce moment, les uns ont été tabassés, d'autres ont reçu des coups de machette.
Parmi ces Imbonerakure, 2 ont été identifiés. Il s'agit des prénommés Naho et Méthode alias Matoto. Le bilan de cette barbarie des Imbonerakure a été de 2 personnes blessées, dont un enfant et une femme. Ces victimes ont saisi le chef de zone, mais il n'a rien fait à part prier ce chef de colline de demander pardon. Non convaincus, ces victimes ont saisi le procureur de Ruyigi pour suivre cet habitant. Ils sont partis par la suite saisir le procureur à Ruyigi qui leur a signifié qu'ils ont sauté d'échelon et que par conséquent, ils devraient retourner au niveau de la commune. Là-bas, on leur a fixé un rendez-vous de ce vendredi. Ils devraient comparaître aujourd'hui. Les habitants de la colline Moulehe demandent que ce chef de colline soit arrêté et puni. L'administrateur de la commune Nyabitsinda, Anastasie Aïchakiye, nie que des gens aient été blessés ou malmenés dans cette maison de projection d'hommage et fait savoir que les personnes venues avec le chef de colline font partie du comité mixte de sécurité et étaient là pour fermer cette maison car il faisait tard. Merci Rachel Kagissier. Les habitants de la colline Nyamaboko, zone Kienzi, commune Kanyosha de la province Bujumbura, s'indignent du comportement de certains Imbonerakure de la place qui ne cessent de les malmener impunément. Craignant pour leur sécurité, ces habitants demandent aux responsables du parti CNDD-FDD de ramener à la raison leur jeunesse avant que le pire ne se produise. Surtout que ces derniers jours, cette jeunesse ne cesse de provoquer et de persécuter les membres de l'opposition. Le point avec Marie-Ange Ilakodze. Ces Imbonerakure qui sèment la pluie et le beau temps sur la colline Nyamaboko sont au nombre de 4. Selon nos sources à Kanyosha, ces jeunes du parti au pouvoir font tout pour provoquer leurs opposants. Aujourd'hui, ils vont même jusqu'à violenter physiquement les membres de l'opposition au vu et au su des autorités administratives et policières sans jamais être inquiétés. Cet habitant de Nyamaboko témoigne. Ces Imbonerakure en question sont Jean-Baptiste Akizimana, surnommé Mouchomeri, ainsi que le prénommé Manassé et Liévin, surnommé Ndamama. Le chef de leur groupe est un certain Egide Ndikoumana, connu sous le sobriquet de Ruben. Ce qu'ils font est très honteux et regrettable. À titre d'exemple, ils ont passé à tabac un père de 7 enfants, sans oublier qu'ils ont torturé un habitant de la place jusqu'à lui arracher les dents. La liste de leurs exactions est exhaustive. Ils se prennent pour des gens au-dessus de la loi juste parce que ce sont des Imbonerakure. Les habitants de Nyamaboko se disent très inquiets de l'impunité érigée en mode de gouvernance dans cette localité. C'est vraiment triste. En seulement 2 jours, ces Imbonerakure ont battu à mort 2 individus et ces derniers ont fini à l'hôpital. Pourtant, un seul de ces Imbonerakure a été arrêté et les 3 autres sont toujours libres. En tant qu'habitants de Nyamaboko, nous demandons à leur chef hiérarchique de les redresser. Ce n'est pas normal qu'ils s'en prennent à tout opposant juste parce qu'ils n'ont pas les mêmes convictions. À ce propos, la rédaction de la RPA a contacté Damas Nzohabonayo, responsable des Imbonerakure de la colline Nyamaboko, mais une fois mis au courant de l'objet de notre sollicitation, ce dernier s'est défilé et a juré ne pas être responsable de cette jeunesse affiliée au parti au pouvoir. Merci Marie-Ange. Il a causé une pénurie de vivres dans différentes prisons du Burundi. Les détenus ne reçoivent plus toutes les sortes de nourriture qu'ils devraient avoir. Il demande à la Direction générale des prisons de résoudre le problème à l'origine de cette situation. Le point avec Inosa Valentin Singilangabo. Cette pénurie de vivres est signalée dans différentes prisons du Burundi depuis une semaine dans certaines et depuis 3 jours dans d'autres. À la prison de Bubanza, les détenus n'ont pas de haricots depuis dimanche dernier. Quant à la prison de Ngozi, il n'y a pas de farine, ni de manioc, ni de maïs depuis samedi dernier. Les prisonniers de Rumonge, quant à eux, se lamentent qu'il n'y a pas de haricots dans les stocks depuis samedi dernier. À la prison de Muramvia, il n'y avait pas de vivres dans les stocks excepté la farine de manioc le matin de ce vendredi. Les détenus de cette maison carcérale disent qu'ils ne peuvent pas consommer la pâte de manioc seulement. Les stocks de la prison centrale de Ruyigi manquent seulement la farine de manioc. Sans aucune explication sur cette pénurie de nourriture, les détenus
Mesure de suspendre les visites suite au Covid-19 a compliqué de plus en plus leur situation car ils ne reçoivent plus de la nourriture venant de l'extérieur de la prison. Suite à cette pénurie, les conséquences commencent à se manifester. La santé des prisonniers souffrant des maladies incurables se dégrade de plus en plus. Ces derniers demandent à la Direction générale des affaires pénitentiaires de réagir le plus tôt possible pour approvisionner les prisons en nourriture. Interrogé sur les causes de cette pénurie, Gervais Hadjayanti, directeur général des affaires pénitentiaires, a vite raccroché juste après notre présentation. Merci Nossa Valentin. Singilangabo, la ministre de la Justice, devrait ordonner au directeur des prisons et au procureur le respect des jugements rendus par les tribunaux. Tel est le contenu du rapport de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture au Burundi rendu public ce vendredi. Maître Jean-Claude Niburumossi, le chargé des questions juridiques au sein de la CAT Burundi, indique qu'il est inconcevable qu'un détenu reste sous les verrous alors qu'il a été acquitté ou qu'il a purgé sa peine. Suivez Maître Jean-Claude Niburumossi. En dépit de la clarté de la loi et de la volonté affichée par la nouvelle ministre de la Justice, exprimée dans les discours où elle interpelle les magistrats à vider les arriérés judiciaires, ACAT Burundi a constaté lors de l'enquête effectuée ce mois d'octobre que le problème récurrent de détention arbitraire est toujours d'actualité. Un bon nombre de détenus poursuivis pour des infractions à caractère politique sont privés de leur liberté sans titre ni droit. Parmi eux, il y a les détenus acquittés, ceux qui ont purgé les peines, ou ceux qui devraient bénéficier d'une liberté provisoire. Il est anormal que cette catégorie de détenus ne fasse pas l'objet d'attention alors que la ministre a appelé à désengorger les prisons. La plupart des victimes se trouvent dans la prison de Mhimba. Les chiffres à la disposition de la CAT prouvent à suffisance que cette maltraitance est une réalité. Nous avons pu dénombrer 118 cas d'acquittement, plus de 107 parmi ceux qui devraient bénéficier d'une liberté provisoire. Bien évidemment, les chiffres ne sont que des illustrations. La réalité est tout autre. Ils dépassent largement ceux publiés. Ce qui précède, ACAT Burundi recommande fortement au ministre de la Justice d'être à la hauteur de ses fonctions et garantir le respect de la loi et faire respecter les décisions rendues par les cours et tribunaux. À la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, faire preuve de son existence en menant des visites dans les prisons afin de se renseigner sur la situation de ces détenus. RPA reste solidaire avec les journalistes du groupe de presse Iwachu, Agnès Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Modenzi et Egide Harerimana, en détention depuis le 22 octobre 2019. Ils ne sont victimes que de leur métier de journaliste. À présent, page gouvernance, menace de grève des personnels de l'Université du Burundi. Ils protestent contre la suspension de leurs allocutions et pensions de retraite. Dans un communiqué de presse du 20 octobre 2020, ces personnels qualifient d'injuste et d'illégale cette mesure prise par le ministère des Finances depuis le mois de juillet 2020. Le contenu de ce communiqué avec Onésime de Shimagizé. Depuis le mois de juillet 2020, selon le communiqué de presse des personnels de l'Université du Burundi, le ministère des Finances, du Budget et de la Coopération au Développement a suspendu les avantages sociaux, à savoir l'allocation et la pension de retraite, régulièrement accordées par le gouvernement du Burundi depuis 2003. Ces personnels indiquent que cette mesure est injuste et illégale. Ils précisent qu'elle viole la loi de finances 2020-2021 et le statut des personnels actuellement en vigueur à l'Université du Burundi. Ils informent l'opinion publique que le ministère des Finances n'a pas la compétence de suspendre ou d'interpréter un statut d'une institution para-étatique qui a son conseil d'administration et son ministère de tutelle. Ils précisent que cette mesure risque de paralyser le bon déroulement des activités de l'Université du Burundi de manière générale et plus particulièrement la mise en route effective de la réforme BMD, surtout en ce qui concerne les cycles de master et de doctorat, comptant actuellement en grande partie les professeurs émérites. Au lieu de sécuriser la carrière enseignante, selon toujours ce communiqué,
Cette mesure la précarise et la rend moins attractive pour les générations futures à travers notamment la fuite de cerveau comme observé dans le passé. Cette mesure entre en contradiction avec la promesse du chef de l'État envers les retraités contenue dans son discours d'investiture du 19 juin 2020. Les personnels de l'Université du Burundi demandent au ministère des Finances de lever cette mesure dans les meilleurs délais et menacent de recourir à d'autres moyens de revendication autorisés par la loi, notamment la grève, au cas où ce ministère ne rétablirait pas les personnels de l'Université du Burundi dans leurs droits. Merci Onésime Dushima-Guizé. En page société, empêcher les familles qui ont perdu les leurs à commémorer les événements douloureux peut entraîner des conséquences psychologiques au sein des familles des victimes. Explication du psychologue Bienvenue Ndouayo, une réaction faite suite au refus du gouverneur de la province de Gitega de commémorer les massacres qui ont coûté la vie à une centaine d'élèves du lycée Kiwimba. Chaque année, les rescapés et familles des victimes organisaient des cérémonies de commémoration des leurs. Suivez Bienvenue Ndouayo, il était au micro de Vicky Chris Nineletse. Le fait d'empêcher les familles de commémorer un événement douloureux comme celui de l'hécatombe de Kiwimba, cela peut entraîner des conséquences psychologiques sur les familles des victimes. Entre autres, les conséquences, c'est la reviviscence. C'est-à-dire que la personne peut revivre les événements. La reviviscence, c'est un signe du traumatisme qui consiste à se rappeler, à revivre un événement traumatisant qui a eu lieu dans le passé. Et on ressent et on revit la douleur, comme si l'événement venait de se faire. Autre conséquence est que les personnes qui ont été empêchées de commémorer, avec la souffrance, peuvent revenir sur les étapes déjà franchies dans le chemin du deuil. Ils peuvent encore une fois ressentir le déni et la colère. Et comme ça, leur décharge émotive est perturbée. Parce que le fait de les empêcher de commémorer, cela serait en quelque sorte les freiner sur le chemin du deuil. Et le deuil a des étapes, commençant par le déni et la colère et continuant jusqu'à l'acceptation. Dans le cas présent, c'est de la façon dont les enfants ont été tués. En faisant la commémoration, les familles parviennent à liquider encore leur douleur. Sur le chemin du deuil, on les empêche la liquidation de leur douleur. Venin Maniambona, gouverneur de Gitega, a expliqué que c'est pour des raisons de sécurité que ces cérémonies ont été interdites cette année. Les conducteurs des taxis-motos accusent les policiers exerçant dans la zone Kamenge, commune urbaine de Nahangwa, de confisquer leurs motos injustement dans le but de les extorquer de l'argent. En ordre ou pas, ces policiers gardent les motos et ne les remettent que moyennant paiement d'une certaine somme, mais sans donner de quittance en retour. Les détails avec Clovis Nyonzima. À la tête de ces policiers qui, depuis le début du mois d'octobre, confisquent les motos en zone Kamenge, se trouve le prénommé Emmanuel, connu sous le sobriquet d'Oema. Selon les informations que nous détenons des motards de Kamenge, le prénommé Emmanuel a un groupe de policiers en tenue civile et d'autres en tenue policière. Un des motards témoigne. Ils n'ont pas besoin d'ériger une barrière. Ils se pointent aux endroits où il y a des dos d'âne ou des embouteillages qui rendent la circulation difficile. D'un bond, ils se jettent sur toi et t'obligent à descendre de la moto, puis ils l'amènent. Une fois au poste de police de la zone Kamenge et en ordre, avec document de la moto, on te fait balader d'un policier à l'autre pour te contraindre à les soudoyer. On te dit d'attendre celui qui contrôle les documents. Après une longue attente, on te renvoie chez un policier qui te répond que ce n'est pas lui le responsable de ton arrestation et de diriger vers un autre. Et enfin, vient un autre policier qui te dit de payer 20 000 francs burundais pour pouvoir récupérer la moto. Les motards non en règle sont les plus à l'aise. Pour eux, il suffit de négocier le pot de vin avec le policier. Pour celui qui n'a pas de document, c'est un peu facile car il marchande sur la somme à payer au policier qui te fixe une somme culevée. Les motards de Kamenge font savoir que ces policiers perturbent leurs activités et demandent aux autorités administratives et policières de la commune Nahangwa de sévir contre ces policiers corrompus. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Pierre Mourikié, porte-parole du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais son téléphone...
Merci Clovis. Nyonzima, toujours en page société, paralysie des activités depuis ce mercredi dans la ville de Matana en province Bururi. Pour cause, le transformateur qui alimentait une grande partie de la population a été foudroyé. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Ce transformateur a été foudroyé ce mercredi au cours de fortes pluies, comme l'indique cet habitant de la ville de Matana. Vers 15 heures, il y avait de fortes pluies et la foudre s'est abattue sur le transformateur qui se trouve près du marché du centre de Matana. Ce jour-là, les vendeurs d'habits ont failli être brûlés car certaines de leurs marchandises ont pris feu. Les gens aussi qui étaient dans un kiosque qui se trouvait sous ce transformateur ont risqué d'être électrocutés du fait que les tôles de ce kiosque ont été touchées. Jusqu'à présent, tout le centre de Matana ainsi que les quartiers n'ont pas d'électricité. L'électricité est disponible dans les localités de Rubanga et de Butwe. Pour le moment, à part les pertes enregistrées par les vendeurs de lait et les propriétaires des moulins, d'autres services ont été paralysés. Depuis que ce transformateur a été court-circuité, c'est une grande perte pour les habitants de Matana, surtout les propriétaires des hôtels qui sont obligés de louer des groupes électrogènes pour que les clients puissent y passer la nuit et ceux qui ont des ordinateurs puissent travailler. Une autre perte s'observe chez les agents de téléphonie mobile qui ne peuvent pas charger leur téléphone. Même les agents de la banque ne peuvent pas servir leurs clients sans recourir aux groupes électrogènes. Les secrétaires publics ne fonctionnent pas également. En d'autres termes, plusieurs services tournent au ralenti. La population de la ville de Matana demande que ce transformateur soit remplacé pour que les activités reprennent normalement. À ce propos, nous n'avons pas pu joindre les réseaux à Bujumbura pour de plus amples éclaircissements. Merci Emmanuel Nyungeko. Et en province Ruyigi, certains chômeurs de la commune Gisuru se plaignent suite aux listes établies et où sont inscrits ceux qui vont bénéficier des crédits de développement. Ces listes ne contiendraient uniquement que les seuls noms des membres du parti CNDD-FDD. Les détails avec Balthazar Miburo. Ces chômeurs qui se lamentent sont des membres des partis de l'opposition. Certains d'entre eux affirment qu'ils sont très frustrés de voir combien les dirigeants du pays veulent tromper l'opinion tant nationale qu'internationale en disant qu'ils sont en train d'étudier comment financer les activités génératrices de revenus à tous les jeunes chômeurs, alors qu'en réalité, ces financements ne seront destinés qu'aux Imbonerakure. Ces jeunes chômeurs disent cela du fait que le travail d'établir ces listes a été donné aux seuls membres du parti CNDD-FDD. C'est pourquoi les jeunes qui ont été choisis sur les différentes collines sont des Imbonerakure du CNDD-FDD. Et parmi des jeunes membres du parti CNR, on peut s'entretenir avec la RPA. Ils ont adopté une stratégie d'inscrire en secret un groupe de 50 personnes. Des fois, toutes les 50 personnes sont du parti au pouvoir. Donc, les autres jeunes, surtout du parti CNL, sont frustrés. Après avoir constaté qu'ils ont été rayés sur les listes des personnes qui vont bénéficier de ces crédits de développement, comme l'indique notre source à Gisuru, ces jeunes sont allés soumettre ce problème aux autorités locales. Et ces derniers leur ont répondu que ces listes ne seront pas rectifiées, qu'ils se préparent plutôt à l'intégrer les écoles de métier qui vont être créées. Avec tant de peine, ces chômeurs demandent au gouvernement d'être un gouvernement pareil pour tous et non de privilégier certains citoyens au détriment des autres. Vous saurez que ces listes déjà établis comptent 50 chômeurs par commune. Chaque groupe bénéficiera d'une somme de 10 millions de francs burundais. La rédaction de la RPA a essayé de joindre au téléphone Gadeni Ngaza, l'administrateur de la commune Gisuru, ainsi que Merancienne Tabo, gouverneur de la province Ruyigi. Leur téléphone sonnait sans que personne ne décroche. Parlons réfugiés, un Burundais a été arrêté en possession d'armes à feu ce jeudi dans le camp des réfugiés de Nduta en Tanzanie. Les informations en provenance de ce camp indiquent que c'est un Imbonerakure qui s'était fait passer pour un réfugié. Il habitait dans ce camp mais faisait des navettes au Burundi. Il a été arrêté par la police tanzanienne alors qu'il essayait de retourner au Burundi transportant ses armes à feu. Walter Kwizera.
Cet Imbonerakure arrêté au camp d'Onduta est nommé Issa Ndayishimiye, originaire de la commune Giterani en province Muyinga. C'était ce jeudi vers 11h. Il a été appréhendé en possession de 2 grenades. Nos sources au camp d'Onduta indiquent que cet Imbonerakure collaborait avec le service national de renseignement de la province Muyinga. Quand il a été arrêté, il avait caché ces 2 grenades dans le sac de farine qu'il avait sur lui. Ce réfugié du camp d'Onduta qui était sur place témoigne. Il habite dans la zone 12 du village 12 au numéro 24. Il a été arrêté en possession de 2 grenades. Il travaillait avec Eliphaz, le responsable du service national de renseignement dans la province Muyinga. Pour le moment même, Eliphaz est en prison à Muyinga à cause d'un dossier de BR. Cet Imbonerakure a été arrêté par des policiers tanzaniens et des sungu-sungu. Il avait caché ses grenades dans le sac de farine qu'il avait dans un sac. Nos sources au camp d'Onduta font savoir que cet Imbonerakure avait été envoyé dans ce camp juste pour perturber la sécurité des réfugiés burundais afin qu'ils soient rapatriés de force. Mais après avoir constaté que la mission qui lui avait été confiée est impossible, Issa aurait décidé de retourner au Burundi pour rendre ses armes à ses chefs. C'est un groupe armé qui a pour mission de perturber la sécurité ici au camp afin que les réfugiés soient effrayés et de force. Même quand les policiers l'ont interrogé, il leur a répondu que ces armes proviennent du Burundi. L'objectif étant de perturber la sécurité des réfugiés. Après avoir vu que la mission était impossible, il a décidé de remettre ses armes à celui qui les lui a données. Il s'agit de Nehemi, le responsable des Imbonerakure de la commune Muyinga. Les informations en provenance du camp d'Onduta révèlent que cet Imbonerakure appréhendé faisait des allers-retours du Burundi. Actuellement, il est détenu au cachot de la police d'Onduta pour des enquêtes. Suite à cela, les réfugiés du camp d'Onduta sont inquiets à cause de ces armes saisies à l'intérieur du camp. Merci Walter Kwizera. Certains réfugiés burundais de Nakival font le commerce des sambusa pour pouvoir survivre dans ce camp situé en Ouganda. L'un d'entre eux s'est entretenu avec notre confrère Emile Nibasumba. Entre 25 et 30 000 shillings ougandais, c'est le montant qui rentre dans les caisses d'Aïcha Wuchinyibuka en une journée quand son commerce de sambusa rapporte bien. Cette Burundaise réfugiée à Nakival a un capital de 150 000 shillings. Je dépense mes bénéfices dans l'achat des habits des enfants, de varier leur ration alimentaire en y ajoutant des légumes et des ndagara. Ça nous permet aussi de payer les frais scolaires des enfants, même si c'est parfois compliqué lorsque ce commerce ne rapporte pas assez. Cette femme de 44 ans fait ce commerce de sambusa depuis plus de 3 ans. Les défis sont multiples. Certains clients ne remboursent pas leurs dettes. Il y a d'autres clients qui doutent sur la sorte de viande à l'intérieur de sambusa et nous essayons de leur expliquer que c'est réellement de la viande de vache. Et notre défi, c'est quand l'on n'arrive pas à écouler toute la marchandise dans la journée, l'on ne ramène pas les mêmes sambusa le lendemain. C'est infaisable. Un autre problème pour Aïcha Wuchinyibuka, c'est la petite taille de son capital. Elle demande au bienfaiteur de lui permettre d'accroître son capital pour développer encore plus son commerce. Merci Emile Nibasumba. Voilà, c'est ici que nous clôturons le journal de ce 23 octobre 2020. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe rédactionnelle ainsi qu'à l'équipe technique. À la présentation, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Excellente soirée à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.